Il y a des couronnes qui pèsent lourd parce qu'elles sont faites d'or. Et puis il y a celles qui pèsent encore plus lourd parce qu'elles arrivent sur la tête de quelqu'un qui n'en a jamais voulu. Dans Shrek le troisième, le problème n'est pas de sauver un royaume d'un dragon, d'une malédiction ou d'un sorcier. Le problème, c'est de trouver un roi avant que le royaume ne se retrouve entre les mains d'un homme persuadé que le monde lui doit une fin heureuse. Quand le film commence, Shrek a déjà obtenu ce que les contes lui refusaient d'habitude. Il a une épouse qu'il aime, des amis qui l'acceptent, une maison tranquille au milieu du marais, et surtout, une place dans une histoire qui ne le traite plus comme le monstre de service. Pourtant, cette victoire contient une petite bombe à retardement. En épousant Fiona, Shrek n'a pas seulement gagné une famille. Il est devenu le gendre du roi Harold et de la reine Liliane, les souverains de fort lointain. Autrement dit, l'ogre, qui voulait qu'on le laisse seul, peut se retrouver responsable du plus grand royaume de l'univers des contes. Le titre français, Shrek le troisième, annonce immédiatement cette idée de succession. Après le voyage amoureux du premier film et le choc familial du deuxième, la troisième aventure place les héros devant une question beaucoup moins glamour. Qui prendra la relève? C'est un sujet étonnamment sérieux pour une comédie animée peuplée d'ânes qui parlent et de chabotés. Mais c'est aussi le moteur de tout ce qui suit. Être adulte, ici, ne veut pas seulement dire avoir une grande maison ou signer des documents officiels. Cela veut dire accepter qu'un choix personnel puisse changer la vie d'autres personnes. Le film, sorti en 2007, est réalisé par Chris Miller et Ramanui pour DreamWorks Animation. Il conserve les voix qui ont donné leur identité à la saga. Mike Myers pour Shrek, Cameron Diaz pour Fiona, Eddie Murphy pour l'âne et Antonio Banderas pour le chapoté. Une nouvelle voix devient essentielle dans cette histoire, celle de Justin Timberlake pour Arthur, ou Artie, le jeune héritier que personne n'a encore pris au sérieux. Le choix est habile. Artie n'arrive pas comme un prince déjà glorieux. Il arrive comme un adolescent maladroit, humilié par ses camarades et terrifié à l'idée de devoir devenir important. Avant même de le rencontrer, le film installe une situation presque absurde. À fort lointain, le roi Harold est mourant. La malédiction qui lui avait donné l'apparence d'un roi grenouille dans le premier film n'a jamais totalement disparu de l'imaginaire de la saga. Au moment de quitter le pouvoir, Harold sait que son royaume ne peut pas attendre. Il a besoin d'un successeur. Fiona est son unique fille, mais Shrek n'a aucune envie de se retrouver sur le trône. Il ne se voit pas dans une salle de réception, devant une foule qui applaudit des gens bien coiffés. Il se voit dans son marais, couvert de boue, loin des tapis rouges et des obligations. Le malaise de Shrek est visible dès les premières scènes où il remplace Harold pendant ses derniers jours. Avec Fiona, il doit recevoir des invités, saluer des sujets, respecter des cérémonies et faire semblant de maîtriser les codes du palais. C'est précisément là que les auteurs retrouvent l'un des ressorts les plus efficaces de la franchise. Confronter Shrek à un univers qui juge tout selon l'apparence. Un ogre peut être un mari fidèle, un ami courageux, un sauveur de royaume. Mais peut-il vraiment être un roi? Dans l'esprit de Shrek, la réponse est non. Et le problème n'est même pas qu'il manque d'intelligence ou de cœur. Il est persuadé qu'il n'appartient pas à ce décor. Les séquences de réception transforment cette peur en comédie. Shrek tente de sourire aux bonnes personnes, de présenter ses condoléances ou ses félicitations, de répondre à des demandes ridicules. Mais chaque geste lui rappelle qu'il est un étranger à la cour. Il casse les règles sans toujours le vouloir. Il ne possède ni la grâce de Fiona, ni la patience de la reine Liliane, ni le goût d'Harold pour les traditions. Il a le réflexe de régler une situation avec honnêteté, force ou une formule beaucoup trop directe. Pour les habitants du royaume, cela paraît catastrophique. Pour le spectateur, c'est la preuve que Shrek reste Shrek même lorsqu'on l'oblige à mettre une couronne imaginaire sur sa tête. Cette partie du film ne sert pas seulement à faire rire. Elle prépare une inquiétude plus intime. Shrek a grandi depuis le premier épisode, mais il conserve l'ancienne voix dans sa tête, celle qui lui répète qu'il finira par décevoir les autres. Dans le premier film, cette peur concernait Fiona. Si elle voyait vraiment l'ogre, elle finirait par le rejeter. Dans le deuxième, elle concernait la famille royale. Les parents de Fiona ne pourraient jamais accepter ce mariage. Ici, elle concerne un royaume entier. Si Shrek accepte le pouvoir et échoue, il ne pourra plus prétendre que cela ne regarde que lui. Harold, lui,
ne cherche pas à piéger son gendre. Le roi connaît Shrek assez bien pour comprendre que l'ogre ne veut pas de cette vie. Dans une scène où l'émotion est volontairement mêlée au burlesque, il tente d'expliquer qu'il existe un autre héritier. Un nom surgit, Arthur Pendragon. Dans cet univers, la légende du roi Arthur n'est pas une histoire lointaine racontée dans les livres. Elle devient une branche oubliée de la famille royale, une possibilité très concrète pour éviter que Shrek ne devienne roi à contre-cœur. Le moment est comique parce que Harold est épuisé, parce que sa fin prend une forme de gag inattendue, mais il est important. Shrek entend enfin ce qu'il espérait, il existe une porte de sortie. S'il retrouve Arthur et le ramène à fort lointain, il pourra retrouver son marais. Il n'aura pas à apprendre le langage des souverains. Il n'aura pas à sourire à des inconnus qui jugent sa tenue. Il n'aura pas à devenir quelqu'un d'autre pour porter un titre qui ne lui ressemble pas. Fiona accueille l'idée avec bien plus de calme. Elle connaît son mari. Elle sait que Shrek ne fuit pas par lâcheté pure. Il fuit parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. Pourtant, elle commence aussi à comprendre que la fuite n'est pas une réponse éternelle. Le couple est désormais au point où son bonheur dépend de décisions plus grandes que lui. Fiona ne reproche pas immédiatement à Shrek de vouloir partir chercher Arthur. Elle l'accompagne émotionnellement, parce qu'elle espère encore qu'il découvrira ce qu'il est capable de faire. Pendant que Shrek pense à son échappatoire, un autre personnage rumine son humiliation. Le prince charmant, déjà vaincu dans Shrek 2, refuse de considérer sa défaite comme la fin de son histoire. C'est un personnage construit sur une idée simple. Il ne supporte pas que le rôle principal lui échappe. Dans son imaginaire, il est né pour recevoir les applaudissements, la princesse et le royaume. Lorsqu'il n'obtient rien de tout cela, il ne se demande pas s'il a mérité cet échec. Il décide que le scénario est injuste. Le film le retrouve dans une situation minable, très loin de l'image parfaite qu'il voudrait projeter. Il joue devant un public qui ne l'admire pas. Il récite un texte où même les spectateurs semblent plus intéressés par leur repas que par son drame personnel. Cette introduction est cruelle mais très claire. Charmant vit dans le déni. Il veut être perçu comme un héros tragique, alors qu'il n'est qu'un homme narcissique incapable de supporter la moindre contrariété. La scène devient le point de départ de sa revanche. Il réunit les méchants que les contes ont toujours envoyés dans l'ombre. Le capitaine Crochet, les sorcières, les arbres maléfiques, les nains aux intentions douteuses, les sœurs de Cendrillon et d'autres figures qui en ont assez d'être battues à la fin de chaque récit. Le meilleur gag de cette réunion vient de la manière dont chacun imagine son destin. Beaucoup ne rêvent pas de dominer le monde. Ils rêvent simplement d'être respectés, de ne plus perdre, d'obtenir une conclusion où ils ne servent pas de cible. Charmant exploite exactement cette fatigue. Il leur vend une promesse de réécriture. Cette fois, affirme-t-il, les gentils ne gagneront pas parce que les histoires le disent. Les méchants prendront la scène, le royaume et la princesse. C'est un projet de coup d'État présenté comme une production théâtrale. Il y a là une idée très Shrek. Les contes sont des conventions sociales et les personnages savent qu'ils sont enfermés dans des rôles. Charmant veut casser cette règle, mais uniquement pour installer son propre ego au centre. Pendant ce temps, Shrek prépare son départ. Il ne part pas seul, évidemment. L'âne s'impose avec son enthousiasme habituel parce que toute expédition devient, selon lui, plus agréable avec une conversation permanente. Le chapeauté les accompagne aussi avec sa dignité féline, son accent héroïque et une confiance absolue dans la beauté de ses propres poses. Le trio forme déjà une famille de route. Shrek apporte la force et le réalisme, l'âne apporte le bruit et l'optimisme, le chat apporte l'élégance et parfois un sens très sélectif du danger. Leur départ sur un navire est une promesse d'aventure, mais elle commence sous le signe de l'inconfort. Shrek ne connaît pas Arthur. Il ne sait pas quel genre de jeune homme il va trouver. Il sait seulement qu'il doit le convaincre de porter un poids que lui-même refuse. Cette contradiction est le vrai piège de sa mission. Comment demander à quelqu'un de devenir roi quand on est prêt à traverser la mer uniquement pour ne pas le devenir? Shrek ne formule pas encore cette question, mais elle attend au centre du voyage. La route vers l'école de Worcester, où vit Arthur, laisse le temps aux personnages de se regarder autrement. L'âne et le chat, eux, voient bien que Shrek est nerveux. Ils savent qu'il veut retourner chez lui, mais ils perçoivent aussi que le monde autour de lui change.
Le roi est mort, Fiona est restée à fort lointain, et les responsabilités ne disparaissent pas parce qu'on monte dans un bateau. Même le plus grand marais ne peut pas protéger éternellement quelqu'un des conséquences de ses choix. Le premier grand changement arrive lorsque Fiona annonce à Shrek qu'ils vont avoir un enfant. La nouvelle est importante parce qu'elle ne provoque pas immédiatement le sourire attendu. Shrek aime Fiona. Il n'a jamais douté de cela. Mais l'idée de devenir père réveille toutes ses insécurités. Il pense à son propre passé, aux ogres, aux rejets, aux histoires qui les décrivent comme des créatures dangereuses. Il se demande quel père il pourrait être alors qu'il ne se sent même pas prêt à devenir roi. Pour lui, un enfant n'est pas seulement une nouvelle joie, c'est la possibilité de transmettre ses propres blessures. Fiona n'entend pas la nouvelle de la même manière, elle voit un avenir de famille. Shrek, lui, entend d'abord une liste de catastrophes potentielles. Il imagine des bébés ogres incontrôlables, un marais détruit, des nuits sans sommeil, des responsabilités à n'en plus finir. La scène transforme une peur très humaine en folie comique, mais elle ne se moque pas de Shrek. Elle montre que son imagination va toujours vers le pire lorsqu'il se sent vulnérable. L'âne et le chat essaient de lui parler. Ils ne possèdent pas toujours la délicatesse nécessaire, surtout l'âne, mais ils savent que Shrek ne peut pas construire son avenir en fuyant tout ce qui le dépasse. Le chat, de son côté, connaît la valeur d'un rôle qu'on choisit. Il se présente comme un héros parce qu'il a décidé de le devenir, pas parce qu'un protocole lui a donné une fonction. Cette différence deviendra essentielle lorsque le trio rencontrera Artie. Sur le plan du rythme, Shrek le troisième prend donc son temps avant de faire entrer le jeune héritier. Il montre d'abord les deux extrêmes de la succession. D'un côté, Shrek refuse le pouvoir parce qu'il le juge incompatible avec son identité. De l'autre, Charmant réclame le pouvoir parce qu'il croit qu'il le mérite automatiquement. Entre ces deux hommes, Arthur devra trouver une troisième voie. Il n'est ni l'ogre qui veut disparaître, ni le prince qui veut être adulé. Il est quelqu'un qui n'a jamais eu la chance de croire en lui. À fort lointain, l'absence de Shrek rend la situation dangereuse. Charmant et son armée de perdants prennent le royaume d'assaut. L'invasion ne ressemble pas à une guerre classique. Elle ressemble à un spectacle gigantesque dans lequel les méchants ont décidé d'envahir les coulisses. Les gardes tombent, le palais devient un territoire hostile, et la famille de Fiona comprend que le temps gagné par Shrek pour trouver Arthur est aussi du temps offert à son ennemi. Fiona se retrouve séparée de son mari alors qu'elle attend leur enfant. Ce détail donne à son parcours une énergie différente. Dans les films précédents, elle pouvait combattre elle-même, frapper un adversaire, tenir tête aux règles du royaume. Ici, elle reste pleinement capable, mais sa priorité est plus vaste. Protéger sa famille, ses amis et l'avenir qu'elle porte. Le scénario ne la réduit pas à l'attente. Il prépare au contraire une réponse au cliché de princesse, car Charmant a commis une erreur majeure. Il imagine que toutes les femmes enfermées dans un château attendront gentiment qu'un homme vienne les sauver. L'expédition de Shrek poursuit sa route vers Arthur, sans savoir que le royaume qu'il veut quitter est déjà attaqué. Cette ignorance crée un décalage important. Pour Shrek, la mission a encore quelque chose de pratique. Ramener un garçon, lui donner une couronne, rentrer chez soi. Pour le spectateur, elle devient urgente. Il ne s'agit plus de trouver une solution administrative. Il faut trouver une personne capable d'empêcher Charmant de transformer fort lointain en décor pour sa revanche. Et c'est là que le film prépare sa meilleure ironie. L'héritier du royaume ne vit pas dans un palais caché. Il n'a ni épée légendaire, ni armure brillante, ni groupe de chevaliers à ses côtés. Il vit dans une école où il est probablement le jeune homme le moins populaire de sa génération. L'établissement où Shrek, l'âne et le chat trouvent Arthur reprend les codes d'un collège de légende arthurienne, mais il les détourne avec une cruauté très adolescente. Les élèves s'entraînent à devenir des chevaliers, des sorciers ou des héros de cour. Les plus brillants ont déjà une place dans la hiérarchie sociale. Arthur, lui, est le garçon qu'on pousse dans les couloirs, qu'on ridiculise devant tout le monde et qu'on choisit comme cible dès qu'il tente de prendre la parole. Le futur roi potentiel est surtout un élève qui essaye de ne pas attirer l'attention. Sa première grande apparition ne le montre pas en train de retirer une épée d'une pierre. Elle le montre dans une activité scolaire où il est humilié publiquement. Il veut impressionner les autres,
Mais son plan se retourne contre lui. Le gag fonctionne parce qu'Arthur possède toutes les caractéristiques que Shrek redoute chez lui. Il paraît fragile, nerveux, incapable de faire face à une salle pleine de regards. Quand Shrek le voit, son soulagement est immédiat. Voilà quelqu'un qu'il peut remettre sur le trône et oublier ensuite. À ses yeux, Artie est surtout un billet de retour vers le Marais. Arthur, bien sûr, ne comprend pas ce qui lui arrive. Des inconnus débarquent, lui annoncent qu'il appartient à la famille royale de fort lointain et qu'il doit devenir roi. Pour un garçon qui a du mal à survivre à une journée d'école, l'annonce ressemble moins à une chance qu'à une catastrophe. Shrek pense lui offrir un destin exceptionnel. Arthur entend qu'on veut l'arracher au seul endroit où il sait déjà qu'il est nul. La réaction d'Arthur est l'une des plus crédibles du film. Il ne saute pas de joie en imaginant une couronne. Il panique. Il demande s'il y a eu une erreur. Il tente de s'échapper. Il cherche le moyen de retourner à la vie ordinaire, même si cette vie est injuste avec lui. Cette contradiction résume très bien son personnage. Il souffre de n'être personne, mais il a tellement peur de l'échec qu'il préfère rester invisible. Devenir roi, c'est devenir visible devant tout un royaume. C'est exactement ce qu'il ne peut pas supporter. Shrek ne sait pas comment parler à un adolescent qui doute de lui. Il ne possède pas le vocabulaire de l'encouragement. Il lui dit, avec une franchise qui se veut rassurante, que ce n'est pas si compliqué, que les rois ne font pas grand-chose, qu'il suffit de s'asseoir droit et de laisser les autres gérer le reste. Le problème est évident. Shrek ment à Arthur parce qu'il se ment aussi à lui-même. Il prétend que le pouvoir n'est qu'un costume, alors qu'il a traversé la mer précisément parce que ce costume lui fait peur. Le voyage de retour commence dans le désordre. Arthur se retrouve à bord du navire avec 3 adultes qui ne comprennent pas ses réactions. L'âne lui parle trop, le chat lui donne des conseils de héros avec une assurance qui paraît presque insolente, et Shrek essaie d'aller droit au but. Personne ne prend réellement le temps de demander ce qu'Arthur veut. Il lui explique ce qu'il doit faire. Cette différence alimente le conflit central. Peut-on faire naître un roi en lui donnant un ordre ? Arthur cherche d'abord des raisons de croire que tout cela est une mauvaise plaisanterie. Il ne voit pas pourquoi un royaume choisirait quelqu'un comme lui. Dans son école, il a appris que les gens utilisent les défauts des autres pour décider de leur valeur. Son identité est entièrement construite sur les humiliations qu'il a reçues. Alors, lorsqu'on lui affirme qu'il pourrait diriger un pays, il n'entend pas une preuve de confiance. Il entend une blague plus énorme que les précédentes. Le film fait alors quelque chose d'intéressant avec le trio habituel. L'âne et le chat sont normalement les compagnons qui renforcent Shrek. Ici, ils deviennent aussi des témoins de ses limites. Ils aiment leur ami, mais ils voient qu'il essaie de se débarrasser d'un problème au lieu de le résoudre. Le chat peut admirer l'idée d'une destinée, mais il ne comprend pas encore à quel point Artie a besoin qu'on lui laisse le droit de choisir. L'âne, lui, perçoit plus vite la fragilité du garçon. Son bavardage devient parfois une vraie tentative de créer un lien. L'équilibre du navire est bouleversé par un incident magique. Dans cette saga, les potions, les transformations et les sortilèges ne sont jamais loin. Une confusion impliquant le chat et l'âne provoque un échange de corps. Le chat se retrouve dans le corps de l'âne, tandis que l'âne se retrouve dans le corps du chat. La situation offre évidemment une suite de gags visuels, car la grâce féline du chat disparaît au profit d'un corps beaucoup plus grand et plus bruyant, tandis que l'âne découvre soudain l'agilité et le regard irrésistible de son ami. Mais cette transformation a aussi une utilité narrative. Le chat, habituellement irréprochable dans sa mise en scène, doit accepter une apparence qu'il trouve indigne de lui. L'âne, habitué à être sous-estimé, goûte à une forme de charisme qui ne lui appartenait pas. Tous deux comprennent, à leur manière, que le corps et le rôle que les autres vous attribuent ne résument pas ce que vous êtes. C'est un écho léger, comique, mais utile, à ce qu'Arthur traverse depuis le début. Pendant le voyage, Shrek tente d'être patient. Il raconte parfois son propre passé, mais sans vraiment aller jusqu'au bout. Il a grandi seul, habitué à ce que les gens s'éloignent de lui. Il sait ce que cela fait d'être défini par une étiquette avant même d'avoir parlé. Pourtant, il ne relie pas immédiatement cette expérience à Arthur. Shrek a passé tellement d'années à se défendre qu'il lui est plus facile de reconnaître la solitude chez lui que chez un garçon paniqué.
Arthur finit par se demander si Shrek le croit réellement capable. C'est la question que tous les adultes évitent. Shrek affirme que oui, mais son ton révèle autre chose. Il veut surtout qu'Arthur accepte. Pour lui, le résultat compte plus que le chemin. Il ne réalise pas que l'hésitation d'Arthur n'est pas un obstacle technique. C'est le cœur même de la mission. À fort lointain, la situation est beaucoup plus sombre. Le prince charmant a réussi à pénétrer dans le château et à prendre le contrôle du royaume. Son coup de force révèle sa vision du monde. Tout doit être organisé comme une scène de spectacle dont il serait la vedette. Les soldats sont remplacés par des créatures qui rêvent d'être enfin dangereuses. Les couloirs du palais deviennent des coulisses. Les prisonniers ne sont pas seulement enfermés. Ils sont placés dans une histoire où Charmant croit avoir écrit la fin. Fiona est capturée avec sa mère et plusieurs princesses. Ce groupe rassemble des figures que les contes présentent souvent comme élégantes, patientes et délicates. Blanche-Neige, Cendrillon, Raiponce, la Belle au bois dormant et les autres portent chacune une image connue. Charmant ne les voit pas comme des personnes capables de résister. Il les considère comme des accessoires nécessaires à son triomphe. Il pense qu'en mettant les princesses à l'écart, il retire toute possibilité de réaction au héros. Cette erreur est presque parfaite pour l'univers de Shrek. La franchise a toujours aimé prendre une image de conte et lui donner une fonction inattendue. Fiona elle-même était déjà une princesse capable de combattre. Cette fois, elle doit convaincre les autres femmes du château de faire plus que survivre. Au début, ce n'est pas simple. Chacune a sa méthode pour gérer le danger. Certaines attendent un sauvetage, d'autres sont paralysées. La Belle au bois dormant tombe littéralement dans le sommeil lorsqu'elle est trop stressée. Blanche-Neige possède une colère qu'elle n'a jamais vraiment eu besoin d'utiliser. Cendrillon reste obsédée par l'idée que tout doit garder une apparence convenable. Fiona ne leur fait pas un grand discours abstrait sur la liberté. Elle leur rappelle un fait très concret. Shrek est loin, le château est sous contrôle ennemi, et personne ne peut leur promettre qu'un prince viendra ouvrir la porte. Elles doivent se sortir de là elles-mêmes. Le film ne transforme pas soudainement toutes les princesses en guerrières parfaites. Il les laisse maladroites, différentes, parfois ridicules. C'est justement ce qui rend leur alliance agréable. Elles ne deviennent pas une armée professionnelle. Elles deviennent un groupe de femmes qui découvrent qu'elles ont le droit d'agir. La présence de Raiponce complique encore cette dynamique. Elles semblent d'abord partager leur sort. Comme les autres, elle a été enfermée dans une tour et attendue par une légende romantique. Mais le film va jouer avec cette attente. Derrière son apparence douce se cache une frustration immense, et cette frustration est prête à devenir une trahison. Raiponce ne veut pas seulement être libre, elle veut être vue comme celle qui mérite enfin le rôle principal. Charmant, de son côté, ne se contente pas de conquérir le château. Il prépare une mise à mort publique pour Shrek. Son projet n'est pas seulement d'éliminer son rival, il veut fabriquer une scène qui répare son humiliation. Chaque détail doit lui donner l'impression que son destin revient enfin à sa place. Il prévoit des costumes, une foule, un décor et une conclusion où l'ogre est battu devant tous. Même sa violence est narcissique. Il ne peut pas tuer Shrek dans l'ombre, il doit être applaudi. Cette obsession explique pourquoi il est dangereux, mais jamais vraiment grand. Charmant a le pouvoir de réunir une armée, de prendre un palais et de faire peur à des innocents. Pourtant, il reste incapable de comprendre les personnes qui l'entourent. Il ne voit chez les méchants que des figurants, il ne voit chez Fiona qu'un trophée, il ne voit chez Shrek qu'un obstacle, et il ne voit chez Arthur qu'une variable sans importance. C'est cette cécité qui prépare sa chute. Sur le bateau, Artie essaie toujours de fuir sa destinée. Le jeune homme n'a pas les ressources émotionnelles pour dire clairement « Je ne veux pas de ce trône parce que je ne crois pas en moi ». Il transforme sa peur en sarcasme, en colère, en geste précipité. À plusieurs reprises, il demande à Shrek de le ramener à l'école. Shrek refuse, parce qu'il croit que l'obstination est une forme de courage. Mais il ne fait que reproduire le comportement des gens qui ont toujours décidé à la place d'Arthur. Une première vraie fissure apparaît quand Artie comprend que Shrek ne cherche pas le royaume par conviction. Il cherche à s'en libérer. Cette information est déstabilisante. Si même l'ogre qui a vaincu un dragon, arrêté une marraine fée et survécu à la cour de fort lointain ne veut pas être roi, pourquoi Arthur devrait-il accepter?
la mission change de couleur. Ce qui devait être une invitation devient une transmission forcée de peur. Le bateau atteint l'île de Merlin. Le vieux magicien est censé pouvoir aider le groupe à traverser les difficultés qui l'attendent. Dans un conte traditionnel, l'arrivée chez Merlin serait un moment de sagesse parfaite, une rencontre avec un maître qui livre une prophétie claire. Shrek, le troisième, préfère transformer Merlin en ancien sorcier usé, un peu absent, dont la mémoire et les pouvoirs ne fonctionnent pas toujours au moment souhaité. L'idée est drôle, mais elle sert aussi à casser une nouvelle fois la facilité du destin. Même les grands mentors ne peuvent pas faire les choix à la place d'Arthur. Merlin reconnaît pourtant quelque chose chez le jeune homme. Il ne lui promet pas qu'il sera naturellement courageux ou brillant. Il lui rappelle plutôt qu'un roi ne devient pas roi parce qu'une généalogie l'ordonne. Il doit accepter de se regarder autrement. Arthur écoute sans réussir à croire ses paroles. Toute sa vie l'a entraîné à attendre le prochain rire, la prochaine humiliation, le prochain échec. Une phrase positive ne suffit pas à réparer cela. Le décor de Merlin renforce le sentiment de monde désorganisé. Le magicien vit au milieu d'objets fantastiques, d'énergie imprévisible, de souvenirs qui semblent se mélanger. Shrek espère une solution rapide. Il veut que Merlin téléporte le groupe à fort lointain, récupère Arthur, règle le problème et permette à chacun de reprendre sa place. Comme souvent, la magie ne répond pas à cette logique. Quand Merlin agit, le résultat est instable. Les corps, les voix, les intentions et les destinations deviennent confus. L'échange entre l'âne et le chat prend alors une nouvelle dimension. Le chat, coincé dans un corps qui ne reflète pas l'image qu'il veut donner, apprend l'humilité. L'âne, dans l'apparence du chat, découvre que l'élégance peut attirer des attentes impossibles. Ils continuent de se chamailler, mais leur conflit garde quelque chose de tendre. Ils sont tous deux des amis de Shrek et leur présence évite que le voyage d'Arthur devienne trop lourd. La franchise sait que les émotions passent mieux lorsqu'elles peuvent respirer entre deux éclats de rire. Merlin finit par envoyer le groupe vers fort lointain. Le retour ne se déroule pas comme Shrek l'aurait voulu, mais il devient enfin réel. Arthur est proche du royaume qu'il doit peut-être diriger. Shrek est proche de Fiona, sans savoir à quel point elle est en danger. Charmant est proche de la scène qu'il prépare depuis sa défaite. Tous les chemins convergent vers un château où chacun devra décider s'il vit selon un rôle imposé ou selon un choix personnel. Avant d'arriver, une dernière manipulation accélère la catastrophe. Rumpelstiltskin, présent parmi les alliés de Charmant, sait utiliser les peurs des autres avec une précision presque chirurgicale. Il s'approche d'Arthur et lui souffle une version empoisonnée de la mission. Selon lui, Shrek ne croit pas du tout en Arthur. Il l'aurait simplement choisi parce qu'il est facile à contrôler, parce qu'il est assez faible pour porter un titre dont Shrek ne veut pas. Cette fois, le mensonge fonctionne parce qu'il s'appuie sur quelque chose qu'Arthur ressent déjà. Le garçon n'a pas besoin qu'on lui invente une insécurité. Il a besoin qu'on la confirme. Chaque regard hésitant de Shrek, chaque phrase maladroite, chaque tentative de se débarrasser de la couronne lui revient brutalement. Artie se dit que l'ogre l'a utilisé. Il ne voit plus un ami possible. Il voit un adulte qui l'a emmené loin de chez lui pour lui donner une tâche impossible. Shrek essaie de réparer le malentendu, mais il arrive trop tard. Arthur décide de remettre son destin à Charmant, pensant que cela le délivrera du trône et du ridicule. C'est une décision douloureuse parce qu'elle ne vient pas de la méchanceté. Elle vient de la honte. Arthur préfère être contrôlé par un ennemi connu que de risquer de croire en quelqu'un qui pourrait ensuite le décevoir. Quand Shrek comprend l'ampleur de l'erreur, son ancienne peur devient réalité. Son refus d'être roi n'a pas seulement affecté sa propre vie. Il a blessé Arthur. Il a donné à Rumpelstiltskin exactement la faille dont il avait besoin. Pour la première fois, Shrek ne peut pas prétendre qu'il suffit de retrouver le marais. Il doit reconnaître qu'il a participé à l'effondrement de la confiance d'un garçon qui avait déjà toutes les raisons de douter de lui-même. Le retour à fort lointain ressemble alors à une défaite avant même que la bataille commence. Shrek, l'âne et le chat arrivent dans un royaume occupé. Arthur est avec Charmant. Fiona et les princesses sont prisonnières. Les rues sont contrôlées par des créatures qui ont décidé de suivre le nouveau maître du palais. L'ogre a affronté des ennemis plus puissants que Charmant, mais rarement une situation où son propre comportement a rendu l'ennemi plus fort.
Il y a une différence importante entre perdre un combat et perdre la confiance de quelqu'un. Un combat peut se résoudre avec une épée, une ruse ou l'aide d'un dragon. La confiance, elle, exige que l'on dise enfin ce qu'on évitait de dire. Shrek doit parler à Arthur, et ce n'est pas naturel pour lui. Il est plus à l'aise lorsqu'il fait fuir une foule que lorsqu'il admet sa peur devant un garçon qui le juge. Pendant ce temps, Fiona refuse de rester enfermée. Avec les autres princesses, elle organise une évasion. Le passage est l'un des plus visibles exemples de la manière dont Shrek, le troisième, joue avec les clichés. Au lieu de voir une succession de jeunes femmes incapables d'agir, on découvre leurs réactions imparfaites mais réelles. Blanche-Neige utilise son chant pour attirer les animaux et déclencher une attaque qui n'a rien de délicat. Cendrillon transforme son fameux goût du détail en compétence pratique. La Belle au bois dormant peut s'endormir au pire moment, mais son sommeil devient aussi une arme lorsque les autres apprennent à l'utiliser. Ces gags ne cherchent pas à faire oublier les personnages originaux des contes. Ils se servent plutôt de leurs traits les plus connus pour imaginer une autre fonction. Blanche-Neige n'est plus seulement celle qui attend ses nains, elle peut inspirer une colère collective. Cendrillon n'est plus seulement la jeune femme qui perd une chaussure. Elle peut comprendre les mécanismes d'un palais et les retourner contre ses gardes. Fiona reste la plus directe, la plus solide et la plus lucide du groupe, mais elle ne vole jamais totalement la place des autres. Le film leur laisse assez d'espace pour que leur fuite ressemble à un effort commun. La trahison de Raiponce est le coup le plus amer de cette séquence. Elle ne se contente pas d'être passive. Elle choisit d'aider Charmant, convaincue qu'il lui donnera la reconnaissance et le bonheur que son propre récit lui a refusé. Son geste rappelle que la frustration peut pousser un personnage vers le mauvais camp sans le rendre automatiquement monstrueux. Raiponce a vécu dans l'attente d'un sauveur. Lorsque Charmant lui offre une place visible, elle accepte son mensonge. C'est le miroir sombre d'Arthur qui a accepté le discours de Rumpelstiltskin parce qu'il voulait échapper à la honte. Fiona et les princesses parviennent pourtant à sortir. Leur évasion change immédiatement la distribution des forces. Charmant croyait avoir isolé les héroïnes pour pouvoir mettre Shrek à mort devant une foule docile. Mais le palais n'est plus un décor stable. Les prisonnières sont devenues des alliés libres, et les alliés de Charmant commencent à comprendre qu'il ne partage pas réellement son rêve avec eux. Il leur a promis une histoire nouvelle, mais il garde pour lui tous les rôles importants. L'âne et le chat continuent à apporter une forme de chaos utile. Leur échange de corps leur impose des gestes, des voix et des réactions qui ne correspondent pas à leur personnalité. Pourtant, à l'approche du danger, ils cessent de se plaindre. Leur loyauté envers Shrek est plus forte que leur inconfort. La saga a toujours traité leur amitié comme une évidence comique, mais dans cet épisode, elle prend une fonction précise. Shrek n'est jamais seul lorsqu'il doit faire face à ce qu'il ne sait pas dire. Arthur, lui, découvre vite que Charmant n'est pas l'allié qu'il prétendait être. Le prince ne le protège pas, il ne l'écoute pas. Il l'utilise simplement comme preuve qu'il contrôle le royaume. Arthur n'a pas remplacé une obligation par la liberté. Il a remplacé une pression par une autre, plus brutale. L'expérience lui apprend une chose que personne ne pouvait lui expliquer. Fuir une décision ne supprime pas les conséquences. Cela laisse seulement quelqu'un d'autre décider à votre place. Shrek obtient enfin un moment pour lui parler. Il ne réussit pas par une formule parfaite. Il ne prononce pas une tirade de roi. Il reconnaît surtout qu'Arthur a raison d'être en colère. Il voulait ramener un héritier parce qu'il avait peur du trône. Il a regardé Arthur comme une solution avant de le regarder comme une personne. Cette confession est essentielle. Shrek ne devient pas meilleur parce qu'il découvre soudain le plaisir du pouvoir. Il devient meilleur parce qu'il accepte la responsabilité de son erreur. Arthur n'est pas prêt à pardonner immédiatement. Il ne peut pas reconstruire des années de mépris scolaire en quelques secondes. Mais l'aveu de Shrek crée une ouverture. Pour la première fois, quelqu'un d'adulte ne lui dit pas seulement ce qu'il doit être. Quelqu'un admet qu'il l'a maltraité. Cette honnêteté donne à Arthur une base plus solide que toutes les prophéties de Merlin. Charmant lance alors son grand spectacle final. Il veut rassembler la population pour prouver que le conte a changé. Le décor est gigantesque, la scène est prête, les soldats et les créatures sont placés comme un public forcé. Shrek doit mourir devant tous,
Fiona doit revenir au prince et Charmant doit enfin recevoir les applaudissements qu'il réclame depuis le premier film. On pourrait croire que cette mise en scène lui donne un avantage définitif. En réalité, elle expose son point faible. Il a besoin que tout le monde croie au spectacle. Le plan des héros consiste donc à entrer dans cette représentation et à en briser la logique de l'intérieur. Shrek ne peut pas vaincre seul une armée entière, mais il peut montrer aux méchants qu'ils ne sont pas obligés de rester les serviteurs d'un homme qui les méprise. L'idée est très proche de ce que le film raconte depuis le début. Les personnages ont appris à vivre dans des rôles. L'ogre est censé être méchant, la princesse est censée attendre, le prince est censé gagner, le garçon humilié est censé échouer. Charmant possède le pouvoir tant que chacun accepte le rôle qu'il lui donne. Arthur est celui qui comprend le mieux cette mécanique au moment décisif. Il s'adresse aux vilains non pas comme à des monstres qu'il faut abattre, mais comme à des gens que Charmant a trompés. Il leur rappelle qu'ils sont fatigués de perdre parce qu'ils ont toujours laissé d'autres écrire leur histoire. Son discours pourrait facilement devenir pompeux. Le film le garde simple parce qu'Arthur ne parle pas comme un grand héros expérimenté. Il parle comme quelqu'un qui vient de comprendre que sa vie ne changera jamais s'il attend l'autorisation des autres. Cette parole touche les alliés de Charmant parce qu'elle vise leur vraie frustration. Ils ne veulent pas seulement faire tomber les gentils. Ils veulent cesser d'être humiliés. Charmant leur avait promis la liberté, mais il les a transformés en décor de sa vengeance personnelle. Arthur ne leur promet pas un trône, ni une victoire garantie. Il leur propose quelque chose de plus crédible, le droit de choisir qui ils veulent être. Le retournement du groupe ennemi est la réponse politique et émotionnelle du film. Les méchants ne deviennent pas tous soudainement des saints. Ils cessent simplement d'obéir à quelqu'un qui ne les respecte pas. Le capitaine Crochet, les sorcières, les arbres et les autres figures du groupe découvrent que leur avenir n'est pas forcément enfermé dans la même fin répétée. Cette scène est plus légère que profonde, mais elle donne à Arthur son premier acte de leadership. Il ne commande pas parce qu'il possède une couronne. Il rassemble parce qu'il comprend la peur des autres. Charmant, incapable d'accepter cette rupture, perd le contrôle de son spectacle. Il voulait une scène parfaitement réglée. Il se retrouve au milieu d'un décor qui lui échappe, d'alliés qui l'abandonnent et de héros qui refusent de mourir dans les positions prévues. Son combat avec Shrek n'est plus une revanche noble. C'est le dernier réflexe d'un homme qui ne supporte pas que le public cesse de le regarder. La bataille finale garde le ton burlesque de la saga. Les personnages courent, esquivent, tombent, se transforment, utilisent les éléments du décor comme des armes. Le dragon revient pour aider les héros, rappelant que l'univers de Shrek construit sa force sur des alliances improbables. L'ancienne créature terrifiante est désormais une membre de la famille. Elle n'est pas là parce qu'une prophétie le demandait, mais parce qu'elle choisit de défendre les siens. Le destin de Charmant est à l'image de sa vie entière. Il est écrasé par le décor qu'il avait construit pour sa propre gloire. La chute de la tour, la confusion sur scène et l'intervention de Dragon font disparaître le prince au moment où il voulait être le plus visible. Ce n'est pas une victoire sanglante, c'est une humiliation théâtrale, parfaitement adaptée à un adversaire qui a toujours vécu comme si les autres devaient applaudir son entrée. Après le chaos, Arthur accepte finalement la couronne. La décision fonctionne parce que Shrek ne la lui impose plus. Artie n'est pas devenu roi parce qu'il a été choisi dans une liste de succession. Il le devient parce qu'il a montré qu'il pouvait penser aux autres, parler à ceux que tout le monde méprise et rester debout lorsqu'une salle entière le regarde. Pour quelqu'un qui avait peur de monter sur scène à l'école, c'est une transformation immense. Shrek, lui, peut rentrer au marais, mais son retour n'a plus le même sens qu'au début du film. Il ne fuit plus fort lointain parce qu'il se croit incapable d'être utile. Il part parce que le royaume possède désormais un roi qui a choisi cette responsabilité. La différence paraît petite, mais elle change tout. Shrek a appris qu'il peut aider sans devoir devenir ce qu'il n'est pas. Il n'a pas besoin d'une couronne pour être un adulte fiable, un mari solide ou un ami capable de réparer ses erreurs. Fiona revient avec lui, et la dernière étape de leur histoire commence réellement. Ils deviennent parents. La saga aime toujours dégonfler l'émotion avec un gag, et les bébés ogres apportent exactement ce mélange. Ils sont bruyants, nombreux,
imprévisible et épuisant. Shrek avait imaginé la paternité comme une invasion incontrôlable. Il n'avait pas entièrement tort, mais la différence entre son cauchemar et la réalité est qu'il n'est pas seul. Fiona est là. L'âne et le chat sont là. Le marais n'est plus l'endroit où Shrek se cache du monde. Il est devenu une maison où une famille étrange peut vivre selon ses propres règles. Cette conclusion donne au troisième film une couleur particulière. Le premier Shrek se terminait par une promesse amoureuse. Le deuxième par une acceptation familiale. Le troisième se termine par l'idée que le bonheur ne devient pas plus simple après la fin d'un conte. Il devient plus bruyant, plus fatigant, plus concret. Mais il peut aussi devenir plus vrai. Shrek ne gagne pas une vie parfaite, il gagne une vie qui lui ressemble. Pour comprendre pourquoi ce film divise souvent davantage que les deux premiers, il faut regarder ce qu'il choisit de raconter. Shrek et Shrek 2 reposaient beaucoup sur la découverte. Découverte d'un ogre qui refuse son rôle, découverte d'une famille royale qui ne sait pas aimer sans condition. Shrek le troisième est un film de passage. Il doit prolonger une franchise déjà immense, tout en faisant vieillir ses personnages. Il remplace une aventure romantique par une histoire de succession, de confiance et de parentalité. Pour certains spectateurs, cette direction semble moins explosive. Pour d'autres, elle donne au film une douceur que l'on ne voit qu'en le regardant après les deux premiers. Le succès commercial de la série pesait forcément sur cet épisode. Après l'impact mondial des deux premières aventures, DreamWorks devait offrir une suite capable de réunir les personnages que le public aimait tout en introduisant une nouvelle génération. L'arrivée d'Arthur répond à ce besoin. Il apporte une énergie adolescente, un problème de confiance très éloigné de la misanthropie de Shrek, et une version plus fragile du mythe arthurien. Le film ne prétend jamais que ce garçon est déjà une légende. Toute son idée est de montrer le moment où il cesse de se voir comme une blague. La mise en scène en animation permet à cette histoire de passer rapidement du château au navire, de l'école de chevalier à l'antre de Merlin, du palais envahi à la scène géante de Charmant. Ces changements de lieu donnent au film une structure de quête, mais la vraie distance parcourue reste intérieure. Shrek doit passer de la fuite à la responsabilité. Arthur doit passer de la honte à l'initiative. Fiona doit prouver que l'attente n'est pas sa seule option. Même l'âne et le chat doivent accepter, à travers leur échange de corps, que leur valeur ne dépend pas uniquement de l'image qu'ils renvoient. Ce dernier point est plus important qu'il n'y paraît. Dans une franchise qui parodie les apparences parfaites des contes, le corps a toujours été un sujet central. Shrek est jugé parce qu'il est un ogre. Fiona est aimée lorsqu'elle accepte sa forme d'ogresse. Le chat utilise volontairement son regard innocent comme une arme parce qu'il sait que les gens se laissent tromper par sa taille. Dans Shrek le troisième, l'échange entre le chat et l'âne pousse cette idée vers la comédie. Que reste-t-il d'un héros élégant dans un corps qui ne lui convient pas? Que fait un ami bavard lorsqu'il reçoit soudain la présence d'un héros de cape et d'épée? La réponse n'est pas très compliquée. Ils restent eux-mêmes. Leur langage change, leur démarche change, leurs gags changent, mais leur loyauté reste visible. Le chat ne devient pas moins courageux parce qu'il ne peut plus faire son entrée avec la même grâce. L'âne ne devient pas plus profond parce qu'il possède un corps plus impressionnant. Le film rappelle ainsi que les rôles sociaux sont souvent des costumes. Certains costumes sont imposés, d'autres sont désirés. Aucun ne suffit à dire qui est vraiment une personne. Plus dans ce passage, le film place au premier plan la couronne refusée par Shrek. L'image d'un ogre placé au centre d'une réception royale n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de la peur de décevoir Fiona et un royaume entier. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut affronter la peur de décevoir Fiona et un royaume entier, alors que tout autour renvoie à l'image traditionnelle d'un souverain élégant et sûr de lui? La réponse de Shrek le troisième reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur aux gags. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain.
On peut alors voir pourquoi l'image traditionnelle d'un souverain élégant et sûr de lui sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question, et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder la peur de décevoir Fiona et un royaume entier, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, la couronne refusée par Shrek rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan l'arrivée d'Arthur. L'image d'un adolescent embarrassé devant ses camarades n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de croire qu'une humiliation scolaire définit son avenir. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut affronter croire qu'une humiliation scolaire définit son avenir, alors que tout autour renvoie à le mythe d'un héritier déjà héroïque? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag. L'humour ne retire pas le poids de la situation. Il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi le mythe d'un héritier déjà héroïque sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder croire qu'une humiliation scolaire définit son avenir, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, l'arrivée d'Arthur rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan la colère de Charmant. L'image d'un prince jouant devant un public indifférent n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de confondre le désir d'être aimé avec le droit de posséder les autres. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut confondre le désir d'être aimé avec le droit de posséder les autres, alors que tout autour renvoie à la figure du héros romantique admiré de tous? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action.
Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi la figure du héros romantique admiré de tous sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question. Et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder confondre le désir d'être aimé avec le droit de posséder les autres, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, la colère de Charmant rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan la mission maritime. L'image d'un navire rempli d'amis qui ne parlent jamais de la même manière n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de faire confiance à quelqu'un qu'on vient d'arracher à sa vie. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut affronter faire confiance à quelqu'un qu'on vient d'arracher à sa vie, alors que tout autour renvoie à la quête chevaleresque parfaitement organisée? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur aux gags. L'humour ne retire pas le poids de la situation. Il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi la quête chevaleresque parfaitement organisée sert de contrepoint. Le film part d'une image familière puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question, et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder cette mission, celle de faire confiance à quelqu'un qu'on vient d'arracher à sa vie, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, la mission maritime rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan l'annonce de la grossesse. L'image de Shrek, qui imagine le pire avant même de répondre à Fiona, n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de devenir père sans répéter les blessures que l'on porte. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut affronter devenir père sans répéter les blessures que l'on porte, alors que tout autour renvoie à la promesse simple d'un bonheur familial? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur aux gags. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges,
des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi la promesse simple d'un bonheur familial sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder devenir père sans répéter les blessures que l'on porte, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, l'annonce de la grossesse rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan le regard des habitants. L'image de des invités qui observent Shrek dans les salons du palais n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de vivre sous une définition donnée par des inconnus. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut affronter vivre sous une définition donnée par des inconnus, alors que tout autour renvoie à l'idée qu'une fonction officielle suffit à rendre quelqu'un légitime? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule, ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi l'idée qu'une fonction officielle suffit à rendre quelqu'un légitime sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question, et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder vivre sous une définition donnée par des inconnus entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, le regard des habitants rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan l'échange de corps. L'image de le chat et l'âne prisonnier d'une apparence qui ne leur ressemble pas n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de séparer l'identité de l'image que les autres applaudissent. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut affronter, séparer l'identité de l'image que les autres applaudissent, alors que tout autour renvoie à la confiance absolue dans un costume de héros? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne
avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi la confiance absolue dans un costume de héros sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question, et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder et séparer l'identité de l'image que les autres applaudissent entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, l'échange de corps rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan le rôle de Merlin. L'image d'un magicien vieillissant dont les solutions restent imprévisibles n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de attendre d'un mentor qu'il règle une décision intérieure. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut attendre d'un mentor qu'il règle une décision intérieure, alors que tout autour renvoie à la prophétie qui donnerait une réponse immédiate? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi la prophétie qui donnerait une réponse immédiate sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question, et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder attendre d'un mentor qu'il règle une décision intérieure, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, le rôle de Merlin rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan le mensonge de Rumpelstiltskin. L'image d'une confidence glissée au moment où Arthur doute déjà n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de laisser une blessure ancienne décider de ce qui est vrai. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut laisser une blessure ancienne décider de ce qui est vrai, alors que tout autour renvoie à la certitude que les adultes disent toujours la vérité? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag.
L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi la certitude que les adultes disent toujours la vérité sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder laisser une blessure ancienne décider de ce qui est vrai, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, le mensonge de Rumpelstiltskin rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan la prison des princesses. L'image d'un groupe de femmes enfermées dans un palais, qu'il connaît pourtant, n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de Agir lorsqu'aucun sauveur ne peut être garanti. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut affronter Agir lorsqu'aucun sauveur ne peut être garanti, alors que tout autour renvoie à la princesse immobile derrière une fenêtre? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi la princesse immobile derrière une fenêtre sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question, et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder Agir lorsqu'aucun sauveur ne peut être garanti, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, la prison des princesses rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan la trahison de Rayponce. L'image d'une figure de conte qui préfère la promesse de visibilité à la loyauté n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de transformer une frustration légitime en mauvaise alliance. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut transformer une frustration légitime en mauvaise alliance, alors que tout autour renvoie à le récit romantique où la reconnaissance arrive naturellement? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète.
Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi le récit romantique, où la reconnaissance arrive naturellement, sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder transformer une frustration légitime en mauvaise alliance, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, la trahison de Rayponce rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan le théâtre de Charmant. L'image d'une scène géante construite pour une mise à mort publique n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de avoir besoin que la violence soit applaudie pour se croire puissant. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut affronter avoir besoin que la violence soit applaudie pour se croire puissant, alors que tout autour renvoie à la victoire noble obtenue devant une foule enthousiaste? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi la victoire noble obtenue devant une foule enthousiaste sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question. Et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder avoir besoin que la violence soit applaudie pour se croire puissant, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, le théâtre de Charmant rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan la parole d'Arthur au méchant. L'image d'un garçon autrefois moqué, qui s'adresse à ceux que tout le monde redoute, n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de proposer un choix plutôt qu'une humiliation supplémentaire.
Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut proposer un choix plutôt qu'une humiliation supplémentaire, alors que tout autour renvoie à le chef qui obtient l'obéissance par son seul rang? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi le chef qui obtient l'obéissance par son seul rang sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question, et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder proposer un choix plutôt qu'une humiliation supplémentaire entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, la parole d'Arthur au méchant rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan le retour de Dragon. L'image d'une ancienne menace devenue renfort familial dans le chaos final n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de reconnaître les liens choisis comme une vraie force. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut reconnaître les liens choisis comme une vraie force, alors que tout autour renvoie à le monstre réduit à une simple créature à vaincre? La réponse de Shrek le troisième reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi le monstre réduit à une simple créature à vaincre sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question, et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de reconnaître les liens choisis comme une vraie force, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, le retour de Dragon rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan la confession de Shrek. L'image d'un adulte qui admet devant Arthur qu'il s'est servi de lui n'est jamais là par hasard.
Elle rend visible le conflit de réparer une relation sans chercher d'excuses brillantes. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut réparer une relation sans chercher d'excuses brillantes, alors que tout autour renvoie à le héros qui ne reconnaît jamais ses erreurs? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi le héros qui ne reconnaît jamais ses erreurs sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question, et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder réparer une relation sans chercher d'excuses brillantes, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, la confession de Shrek rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan la position de Fiona, l'image d'une princesse enceinte qui refuse que sa situation décide de son immobilité n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de protéger les siens sans perdre sa capacité d'action. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut protéger les siens sans perdre sa capacité d'action, alors que tout autour renvoie à l'idée que la vulnérabilité interdit toute initiative? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi l'idée que la vulnérabilité interdit toute initiative sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder protéger les siens sans perdre sa capacité d'action, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, la position de Fiona rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan l'amitié du trio.
L'image de Shrek, l'âne et le chat avançant, malgré leurs disputes et leur maladresse, n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de rester présent quand l'autre devient difficile à comprendre. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut affronter, rester présent quand l'autre devient difficile à comprendre, alors que tout autour renvoie à l'équipe parfaite qui ne connaît jamais le conflit? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi l'équipe parfaite qui ne connaît jamais le conflit sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question, et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder rester présent quand l'autre devient difficile à comprendre, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, l'amitié du trio rappelle que le film préfère la relation au prestige. La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. Dans ce passage, le film place au premier plan la comédie des objets et des décors. L'image d'un palais qui devient successivement prison, scène et terrain de bataille n'est jamais là par hasard. Elle rend visible le conflit de faire passer des idées sérieuses sans écraser le plaisir de l'aventure. Ce qui paraît d'abord léger cache une question plus nette. Comment avancer quand il faut affronter faire passer des idées sérieuses sans écraser le plaisir de l'aventure, alors que tout autour renvoie à l'opposition artificielle entre humour et émotion? La réponse de Shrek, le troisième, reste volontairement concrète. Les personnages ne résolvent pas leurs problèmes grâce à une grande formule. Ils apprennent à parler, à écouter et à agir au mauvais moment. Cette retenue donne de la valeur au gag. L'humour ne retire pas le poids de la situation, il permet au spectateur de sentir la gêne avant que le récit ne la transforme en décision. La mise en scène animée amplifie ce contraste avec des gestes larges, des regards rapides et des décors qui semblent eux-mêmes commenter l'action. Pourtant, l'enjeu reste humain. On peut alors voir pourquoi l'opposition artificielle entre humour et émotion sert de contrepoint. Le film part d'une image familière, puis demande ce qui se passe lorsque cette image ne suffit plus à protéger personne. Le personnage concerné n'est pas présenté comme un symbole sans défaut. Il hésite, s'emporte, se trompe et parfois cherche une sortie trop facile, ce qui rend son progrès plus crédible. Cette nuance est importante dans une saga qui a toujours refusé de traiter l'apparence comme une preuve morale. Ici encore, le beau, le puissant et le légendaire ne garantissent ni le courage ni la bonté. La séquence apporte aussi du mouvement au récit. Après une scène de pression, elle ouvre une autre question, et la réponse ne peut venir que lorsque les alliés cessent de jouer un rôle attendu. Pour le spectateur, cette lecture évite de réduire l'épisode à une succession de clins d'œil. Elle relie l'aventure à une inquiétude simple. Avoir peur d'être à la hauteur n'empêche pas d'être responsable. C'est ce qui donne une utilité au second rôle. Chacun apporte une manière différente de regarder ce défi. Faire passer des idées sérieuses sans écraser le plaisir de l'aventure, entre fuite, bravade, loyauté, impatience et confiance. Au bout du compte, la comédie des objets et des décors rappelle que le film préfère la relation au prestige.
La victoire devient possible lorsque les personnages arrêtent d'attendre qu'un titre, une image ou une prophétie les définissent. C'est peut-être la meilleure façon de revenir à l'image finale du Marais. Après les dorures de fort lointain, les coulisses de Charmant et la mer traversée pour chercher un roi, Shrek retrouve un lieu qui ne lui demande aucun masque. La différence, cette fois, est qu'il ne s'y enferme plus. Son monde est ouvert aux amis, à Fiona et aux enfants qui bouleversent son quotidien. Il n'a pas vaincu sa peur en devenant calme, poli ou royal. Il l'a vaincu en acceptant que l'avenir ne puisse pas être contrôlé à l'avance. Arthur, de son côté, ne reçoit jamais la confirmation magique qu'il sera parfait. Son couronnement ne promet pas qu'il ne fera plus d'erreurs. Il marque quelque chose de plus intéressant. Il a cessé d'utiliser la peur comme preuve qu'il devait disparaître. Un roi dans cet univers n'est donc pas celui qui attire naturellement les applaudissements. C'est celui qui arrive à écouter les autres, y compris ceux dont personne ne voulait entendre la voix. Shrek le troisième n'a pas besoin de refaire exactement les 2 premiers films pour conserver l'esprit de la saga. Il garde les parodies, les détournements de contes, les monstres et les chansons, mais il leur ajoute une question plus adulte. Que fait-on après avoir trouvé l'amour et obtenu la fin heureuse ? On apprend à partager sa place, à présenter ses excuses, à accueillir ce qui vient et à laisser les autres devenir eux-mêmes. C'est moins simple qu'une victoire contre un dragon. Et c'est probablement pour cela que cette aventure garde, derrière ses gags, une vraie tendresse. Le film laisse ainsi une impression moins triomphale que chaleureuse. Il ne demande pas de croire qu'une couronne résout tout, ni que les héros deviennent parfaits. Il invite plutôt à regarder des personnages imparfaits qui trouvent, dans le désordre de leur famille et de leurs amitiés, une raison de ne plus fuir malgré leurs peurs les plus anciennes encore.